Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Pour tout vous dire. L'image de la France est souvent associée au luxe, reconnue dans le monde entier pour son art de vivre. La France a su développer dans la mode et le luxe des géants qui constituent un des piliers de son économie. Mais un pilier fragilisé aujourd'hui par la crise du Covid-19 et par les enjeux de demain que sont la protection de l'environnement et l'évolution de la consommation et des codes du luxe. Pour toutes ces raisons, cette industrie est aujourd'hui en pleine reconfiguration. Ce sera le sujet de notre émission. Pour parler de l'évolution du luxe et de la mode, j'ai autour de moi un casting 5 étoiles puisque je serai en compagnie de Catherine Becker, anthropologue et fondatrice de l'agence Métis, et de Hélène Valade, la directrice développement environnement chez LVMH. Et puis en fin d'émission, Marie Dupin, directrice mode du cabinet de conseil Nelly Rodi, viendra se joindre à nous. Bonjour à toutes les deux, Hélène Valade et Catherine Becker. Bonjour. Et merci d'être venues dans cette émission. Je vais commencer par vous présenter aux téléspectateurs. Catherine Becker, vous êtes donc anthropologue et vous avez créé la société Métis Studying à Shanghai et à Paris. C'est une société qui propose des services d'études et de consulting pour le développement des marques. Vous êtes aussi l'auteur de La Marque Rouge, un très beau livre qui revient sur le développement des marques et de l'art contemporain en Chine. Et Hélène Valade, ancienne directrice du département politique de l'IFOP, vous avez pu observer la montée en puissance de la préoccupation environnementale dans l'opinion. Vous êtes une spécialiste reconnue en matière de développement durable, une expertise que vous exercez aujourd'hui au sein du plus grand groupe de luxe LVMH. Alors on l'a beaucoup entendu, la mode est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Il y a donc urgence à changer et cette industrie a déjà commencé sa révolution verte. Pouvez-vous nous parler de la prise de conscience qui a lieu aujourd'hui concernant l'industrie de la mode ? Oui, alors c'est vrai qu'à la fois les scientifiques et les ONG, depuis 2016-2017, pointent le fait que l'industrie textile, d'ailleurs, plus que l'industrie de la mode, l'industrie textile dans le monde entier est la deuxième source de pollution environnementale et les chiffres étayent ce sujet. Et il y a eu prise de conscience et surtout passage à l'acte de cet univers pour apporter un certain nombre de solutions, à la fois sur les produits eux-mêmes pour réduire en fait leur empreinte environnementale et aussi du côté du consommateur pour proposer de la seconde main ou de la location de vêtements, en tout cas pour faire en sorte que le consommateur lui-même puisse participer à cette baisse de l'empreinte du textile. Je vais me tourner vers Catherine Becker pour savoir comment vous voyez, vous, cette évolution, cette prise de conscience dans le milieu de la mode ? Alors, la prise de conscience dans le milieu de la mode, effectivement, j'aurais tendance à redire un petit peu les mêmes choses que vous avez dites. Je pense que j'insisterai peut-être sur l'aspect extrêmement large de la chose, c'est-à-dire que c'est au niveau évidemment des grandes maisons, que ce soit des maisons de luxe, maisons de mode, etc., qui a ainsi conscience, et puis beaucoup au niveau des clients, de vos grandes clientèles, c'est-à-dire où la transformation du rapport à soi-même, la transformation du rapport à la mode, au luxe, à ce qu'on attend derrière les différents éléments, fait que les clients sont extrêmement conscients, effectivement, du fait qu'acheter du luxe, avoir un comportement de luxe aujourd'hui, oblige à tenir compte des questions environnementales. Oui, il y a un vrai dialogue finalement aujourd'hui entre les marques et les consommateurs. Oui. Alors, si on parle véritablement du luxe, c'est ce que vous disiez à l'instant, Hélène Valade, on est aux antipodes de la production de masse. Par définition, il s'agit d'objets durables qu'il faut donc distinguer de la fast fashion, comme on l'appelle. Comment se définit le luxe, d'après vous ? Oui, je crois que c'est un modèle économique de la rareté qui donc en effet produit en fonction d'une demande, donc ajuste son offre par rapport à une demande et puis inscrit la logique de sa production dans la durabilité. On le voit très bien dans la mesure où il y a des services par exemple de réparation dans l'ensemble des maisons de LVMH qui vont donner une seconde vie, une troisième vie à un sac à main, à une montre, à des souliers. Et voilà, donc ce modèle
modèle-là, il est pensé pour durer. On dit souvent que les objets de luxe sont éternels. Donc, il n'y a en effet pas d'obsolescence programmée dans l'économie du luxe. Et donc, je suis vraiment toujours d'avis de rappeler ces spécificités. Ce qui fait, pour faire le lien avec votre première question, que l'empreinte, par exemple, environnementale, carbone, l'empreinte carbone de l'ensemble du groupe LVMH, donc pas simplement la partie mode, est équivalente à 0,4% des émissions de CO2 produites par l'industrie du textile mondiale. Donc vous voyez qu'il y a un rapport qui est quand même extrêmement différent en termes de proportion. Catherine Becker, je voudrais savoir, l'écologie est-elle, d'après vous, compatible avec le luxe? Est-ce qu'il n'y a pas une antinomie à la base entre ces deux concepts? Non, je pense qu'il n'y a pas d'antinomie. Moi, mon souci, à vrai dire, et qui m'oblige à mettre un bémol à vos propos, c'est ce qu'on peut appeler la massification du luxe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a quand même plus l'opposition entre une mode extrêmement rapide et éphémère et un luxe qui n'est que dans l'éternel et la durabilité. Il y a quand même une grande partie du luxe aujourd'hui, et c'est vrai que l'influence de la Chine est dominante sous cet aspect, une grande partie du luxe qui appartient à ce monde presque de l'éphémère, avec un mélange des genres. Avec un mélange des genres, avec des 8 collections par an, etc. Et c'est pour ça que, pour répondre précisément à votre question, là où il y a un problème, c'est pas dans le luxe qu'il y a le problème du rapport à l'écologie, parce que la bonne compréhension du luxe entraîne une bonne compréhension de l'écologie dans ces notions de durabilité, de beauté des matières, de pérennité. Mais l'ennui est que derrière cette durabilité et cette pérennité, on a quand même aussi quelque part une dévalorisation de certaines de ces valeurs. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette notion de précipitation, de temps court lié à un certain exercice du luxe aujourd'hui, qui là, pour le coup, est très peu écologique. Donc c'est plus au niveau des valeurs que je me placerai. C'est-à-dire où je comprends bien la volonté actuelle, la volonté de fond, mais où il y a un dynamisme finalement des choses qui va un petit peu à contre-jeu. Oui, dynamisme est en cours ne veulent pas dire abandon de la qualité et donc de la durabilité. Oui. Donc ça, oui. Tout dépend de la manière dont les choses sont faites. Et vous posez cette belle question du lien entre écologie et luxe. Oui. Moi, j'ai envie de dire que c'est une source d'inspiration très neuve. Quand on voit les collections, notamment celle que vous avez peut-être vue cet été de Virgil Abloh chez Louis Vuitton, qui se met à l'upcycling, c'est-à-dire qui prend des pièces de collections précédentes et qui les relook pour créer de nouvelles pièces de collection, il y a là quelque chose d'extrêmement intéressant. Et puis, c'est aussi les consommateurs qui poussent dans cette direction, puisque eux-mêmes ont tendance maintenant à se diriger vers la seconde main, l'upcycling, toutes ces tendances qui forcent les marques à elles-mêmes prendre cette direction. C'est pour ça que je pense que nous avons intérêt à être extrêmement ambitieux sur l'empreinte environnementale de nos produits eux-mêmes, de manière à ce qu'ils incarnent presque une philosophie que nos consommateurs pourraient parfaitement s'approprier en disant, ben voilà, ce produit-là, je montre, j'apporte la preuve de ma conscience environnementale. Pour la Chine, c'est quelque chose qui nous intéresse énormément. Vous savez que LVMH a une histoire très, très, très intrinsèquement liée à la Chine. Et on voit que dans ce pays, les jeunes consommateurs notamment expriment des attentes environnementales qu'ils n'exprimaient pas il y a encore quelques années. Oui, oui, absolument. Alors parlons-en justement de ces nouveaux jeunes consommateurs, puisque le profil des consommateurs du luxe change aujourd'hui. Et cela vient beaucoup de l'Asie, de la Chine, mais aussi de l'ensemble de l'Asie. Catherine Becker, vous qui travaillez entre Shanghai et Paris, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces nouveaux consommateurs ? Ces jeunes consommateurs qu'on voit en Chine, c'est la transformation générale du rapport au luxe. Et comme le luxe est un intégrateur social en Chine, avec l'intégration sociale va l'intégration écologique, bien entendu.
Et puis ensuite, il y a, et ça c'est évident, qu'il y a eu un déplacement, un développement aujourd'hui. Il y a tout ce qu'on met derrière cette notion de taoïsme. Alors on ne va pas refaire un cours de philosophie chinoise, mais en tout cas, le taoïsme est certainement l'expression de la relation à l'environnement, à la nature en Chine. Et c'est vrai que dans le cœur des Chinois aujourd'hui, et dans leur volonté d'un rapport à l'environnement, aussi bien sociopolitique que naturel à proprement parler, il y a un glissement d'une pensée sociologique à une pensée beaucoup plus existentielle au niveau de cette intégration à une nature qu'on a un peu malmenée et qu'on veut vraiment aujourd'hui préserver. Donc c'est clair que tout ce courant et que les jeunes Chinois, en arrivant très fort sur cette redéfinition du luxe, apportent avec eux ce grand tournant écologique, environnementaliste, consciencieux quelque part. J'aime bien, j'ai vu ce mot consciencieux qui revient sur certaines marques. On fait un geste consciencieux, un geste en conscience. Alors il va falloir faire attention que ce geste en conscience soit en même temps un geste qui fasse plaisir, c'est-à-dire qu'il soit léger, qui apporte de la gaieté dans un monde qu'on peut vivre comme difficile, évidemment. On va poursuivre sur ce sujet avec un petit reportage. On l'a vu, la Chine pèse lourd aujourd'hui sur l'industrie du luxe, car les Chinois en sont friands et dopent les ventes des marques occidentales. Mais il y a aussi une autre évolution qu'on connaît peut-être encore assez peu ici en France, le développement de marques chinoises de luxe qui s'internationalisent. L'un des meilleurs exemples en la matière est celui d'iCycle. Je vous propose de le découvrir tout de suite dans ce reportage. Pionnière de l'écoluxe, la marque iCycle, fondée en 1997 à Shanghai, a ouvert sa première boutique hors de Chine à Paris en 2019. Matières naturelles, lin, cachemire, coton, laine, soie, coupe alliant confort et élégance, les vêtements reflètent une philosophie orientée vers l'harmonie entre l'homme et la nature, un choix visionnaire de ses fondateurs. Ça leur paraissait évident de créer un vêtement qui harmonise la nature et l'homme, où on porte sur soi des matières naturelles qui vont bien avec notre peau et ce sentiment de bien-être et de confort. Pour ce label emblématique de la slow fashion, qui possède déjà plus de 200 boutiques en Chine, l'implantation en Europe s'est faite pas à pas. En 2013, un studio de création et un atelier sont ouverts à Paris. L'idée, faire appel à d'autres talents pour accroître la qualité. iCycle a souhaité avoir une ligne plus luxueuse parce qu'ils faisaient déjà du prêt-à-porter haut de gamme et ils voulaient encore monter en niveau parce que leur but, c'est vraiment d'atteindre un savoir-faire le plus noble possible. Voilà. L'idée, c'est de faire un vêtement essentiel qui dure, intemporel. C'est que le vêtement vous suive toute la vie. Donc forcément, la qualité et le savoir-faire est important. Même au niveau de la palette de couleurs chez iCycle, on veut vraiment des couleurs... Les équipes internationales travaillent entre la France et la Chine pour créer une mode made on earth, résolument contemporaine, qui revisite au passage des techniques traditionnelles, comme ces broderies de Suzhou réalisées avec des fils de soie. Ces talents se mélangent, mais c'est parce qu'en fait, à la base, on partage la même philosophie, qui est une sorte d'harmonie au travail, de bien-être, qui n'est pas que dans nos vêtements, qui est aussi dans notre quotidien et dans notre façon de créer et d'aborder la mode du début jusqu'à la fin. Minimaliste et raffinée, la marque shanghaïenne a su séduire une clientèle de plus en plus encline à investir dans des pièces durables et éthiques. Nos clients, en fait, hommes et femmes contemporains, voilà, dynamiques, qui cherchent à acheter peut-être moins mais mieux, voilà, qui cherchent autre chose dans le vêtement. Et l'aventure d'iCycle ne fait que commencer. Une deuxième boutique parisienne verra le jour en 2021. Oui, voilà, c'est une marque qui est assez étonnante, iCycle, puisqu'elle a débuté en 1997, à une époque où c'était plutôt le synthétique qui était tendance. Vous la connaissiez? Qu'est-ce que vous en pensez toutes les deux? Hélène Valade?
Oui, alors, je pense que c'est à rapprocher d'autres designers qui se sont aussi lancés dans des aventures créatives à partir de produits biosourcés. Donc je pense qu'il y a aussi en même temps un phénomène de génération dans la population des designers, et je trouve que le film là le montre très très bien. Ouais. Et puis il y a cette notion de patrimoine aussi Oui. qu'on retrouve avec l'utilisation de savoir-faire anciens. Ancestraux, Oui. ouais. Là, ce qui est intéressant comme démarche, c'est qu'on voit vraiment que c'est le client d'aujourd'hui qui fait la marque. Voilà. Et dans sa volonté d'appartenir à un environnement, à une nature, et effectivement, aussi bien au niveau de toutes les dimensions des matières, effectivement, qui sont choisies, des couleurs, hein, c'est formidable, où c'est vraiment une alchimie de chaque ingrédient, donc, et qui va travailler sur soi. Donc il y a beaucoup plus, à ce niveau-là, c'est beaucoup plus chinois. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus, c'est vous qu'on va mettre au milieu de cette grande marque qui raconte l'environnement d'aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça que je suis très intéressée par cette marque. Il y a aussi un autre élément qu'on ne retrouve pas dans cette marque-ci, mais qui est assez importante dans l'univers du luxe, c'est l'art contemporain. Vous, Catherine Becker, c'est ce à quoi vous vous êtes intéressée particulièrement dans la marque rouge. Est-ce que vous pourriez revenir sur cette composante aujourd'hui du luxe ? L'idée, c'est que le luxe, effectivement, doit avoir une dimension créative, une dimension innovante et une dimension extrêmement disruptive qu'on place au cœur du luxe. Et effectivement, pour revenir justement à vos belles marques de votre groupe, tout le rapport que M. Arnault a mis entre Dior, en particulier, et l'art contemporain, Bien sûr. en montrant à quel point on était dans un seul univers. Je crois que ce qu'on a bien compris, ce que j'ai cherché à mettre en valeur dans mon livre, c'est que vraiment comprendre le monde d'aujourd'hui, comprendre le luxe aujourd'hui, c'était comprendre à quel point le politique, l'économique et l'art n'étaient qu'une seule chose. Et la culture, l'art et la culture. Oui, l'art et la Absolument. culture. L'art et la culture. Montrer que tout ça, et c'est ça que nous raconte la Chine d'aujourd'hui, c'est que tout extraordinaire, est complètement corrélé. Ouais. Et c'est vrai que c'est beau que ce soit une marque chinoise qui le dise très fort, puisque bon, le Made in n'est pas si loin, où on pensait que justement il y avait une instrumentalisation de la Chine. Et là, brutalement, c'est la Chine qui vient en tant que sujet montrer à quel point tout est corrélé. Et en particulier les valeurs artistiques et culturelles. Alors, on a beaucoup parlé de la Chine, mais il n'y a pas que la Chine. D'autres pays, comme je pense par exemple à la Corée du Sud, ont aujourd'hui un poids important dans l'industrie du luxe et de la mode. Les codes de la beauté sont même en train de changer sous l'influence de marques, notamment sud-coréennes. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait peut-être une désoccidentalisation des standards due à justement ce regard qui se déplace aujourd'hui vers l'Est ? Catherine Becker. Clairement, je ne sais même pas si on peut parler en termes de désoccidentalisation ou simplement d'émergence d'une pensée internationale venue de l'Asie. Il y a vraiment une fusion du monde au niveau des codes, avec vraiment une réémergence de créativité dans les pays asiatiques qui est phénoménale. C'est ce que vous constatez aussi. Oui, mais j'ai une analyse peut-être un peu différente, mais c'est intéressant d'en débattre. Je pense qu'en effet, la part de la Chine dans le PIB, dans le PIB mondial depuis des années maintenant est dominant, enfin, puis a très très fortement progressé. Ça ne s'est pas tout de suite accompagné d'un soft power asiatique, puisque le soft power est resté occidental et particulièrement américain. Là, on est en train de vivre complètement autre chose. Exactement. Notamment le K-pop, enfin, l'histoire des musiques sont aussi très intéressantes pour et très liées à la mode et au luxe. Très liées à la mode et au luxe, et très intéressant à regarder. Mais en même temps, quand vous rappeliez ce qu'il y a à l'origine de la culture chinoise, c'est-à-dire ce rapport à la nature, on peut aussi considérer que c'est plutôt la culture asiatique qui répond à cette demande environnementale qui est en train de s'exprimer partout dans le monde. Donc voilà, donc je pense qu'il y a les deux en même temps, et qu'au fond, cette renaissance d'une alchimie entre luxe et nature et environnement répond sacrément à des attentes très très fortes, comme
vous le disiez tout à l'heure, des Oui, jeunes qui dans le monde rentré. entier. Alors pour conclure, on peut dire que, comme à peu près tous les secteurs d'activité aujourd'hui, le luxe connaît une grande transformation et celle-ci n'en est probablement qu'à ses débuts. C'est ce que vous diriez ? Ah oui, mais de toute façon, on disait tout à l'heure que ce qui est à l'origine du luxe, c'est l'idée de transgression. Vous dites disruption, moi j'aime bien dire transgression. Ouais. Donc ça se nourrit en permanence de créativité, voilà, de différentes inspirations qu'on va aller chercher dans la différence culturelle et dans toute cette thématique environnementale. Donc oui, il y a transformation parce que le luxe, c'est quand même une économie de l'offre. Voilà. Et le luxe doit donner le là d'un certain nombre de choses, après s'être nourri de différentes tendances. Ouais. Catherine Becker, un mot ? Oui, je crois que, oui, en guise de conclusion, je dirais, c'est ce rapport à l'écologie et à la nature, finalement, ça se corrèle aussi au fait que le luxe est passé de quelque chose qui était quand même plus matériel, entre guillemets, à quelque chose de beaucoup plus immatériel aujourd'hui et qui est beaucoup plus dans un sentiment de renouer avec le monde, de renouer avec la société. C'est de ça que les gens ont besoin, quoi, de se sentir bien, de bien-être, donc d'expérience, de bonheur de vivre, d'aventure, de nouvelles façons de vivre le monde. Et cette nouvelle façon de vivre le monde, c'est évidemment la nouvelle écologie. Nous allons poursuivre ces échanges passionnants dans quelques instants, mais tout de suite, nous accueillons une troisième invitée qui va tout nous dire sur la manière dont se définissent les nouvelles tendances du luxe au sein d'une agence spécialisée. Bonjour Marie Dupin, merci d'être avec nous aujourd'hui dans Pour tout vous dire. Vous êtes directrice mode chez Nelly Rodi, une agence de conseil en stratégie des marques. Pour résumer, vous aidez les marques à trouver l'inspiration et à définir leur stratégie pour coller à l'ère du temps. C'est bien ça ? Tout à fait. Vous pouvez nous expliquer exactement en quoi ça consiste ? Alors l'inspiration, c'est quelque chose qui est assez large. On aide effectivement les marques à comprendre l'ère du temps et surtout à comprendre l'évolution des grands comportements de consommation. On en a parlé dans la première partie. Le consommateur est de plus en plus présent dans la stratégie des marques, que ça soit voulu ou subi quelque part, mais on doit s'intéresser de plus en plus à ses envies, ses besoins, ses attentes, ces évolutions, les évolutions des différentes générations, des différentes cultures. Donc nous, notre travail, c'est d'essayer de comprendre toutes ces grandes mutations, qu'elles soient déjà installées ou à venir, et d'accompagner les marques françaises ou internationales à comprendre ces évolutions et à réorienter leur stratégie pour être au plus proche, on va dire, de ces grandes évolutions. Alors, vous avez des bureaux dans plusieurs pays, à New York, à Tokyo, Paris, je crois. Oui. Et vous avez aussi des éclaireurs, en tout cas des personnes qui font des veilles dans le monde entier pour déceler des signaux sociologiques. Cela vous permet d'avoir une visibilité sur ce qui se fait un peu partout. Comment ça fonctionne ? Pouvez-vous nous donner quelques exemples concrets de la manière dont vous travaillez ? Alors, Nelly Rodi, il faut savoir que c'est une agence qui existe depuis un certain nombre d'années, depuis 35 ans. C'était ce qu'on appelait historiquement un cabinet de tendance. À une époque où Internet n'existait pas, effectivement, les marques ont toujours eu besoin de cette fameuse inspiration. À l'époque, c'était une inspiration qui était plus, on va dire, créative. C'était de déceler les grandes tendances, les couleurs de demain, les matières, les formes, ce qui allait faire, en fait, l'époque et aider les marques à s'inspirer, parce qu'on n'avait pas les outils technologiques qu'on a aujourd'hui. Donc, effectivement, on a toujours eu des trendspotters, des éclaireurs un peu partout dans le monde entier. Les choses ont beaucoup changé, évidemment, avec l'arrivée d'Internet. Notre travail, il est beaucoup plus, comme je disais, centré sur des tendances de consommation, beaucoup plus que sur des tendances esthétiques. Et donc, on a effectivement, pour appréhender en fait les différents pays du monde, un certain nombre de personnes dans le monde entier qui nous accompagnent. Qui sont des sociologues, des économistes. Des économistes. Et évidemment, aujourd'hui, on travaille avec la data. Donc, on a aussi des agences qui nous accompagnent pour nous donner de la donnée en fait tangible sur les différents marchés qui nous intéressent. Et notre travail, on va dire que c'est un peu d'agglomérer tout ça pour essayer de le rendre pragmatique, digeste et opérationnel pour les marques. Alors, vous avez prononcé le mot tendance à l'instant. Est-ce que c'est un mot qui a encore
un sens pour vous aujourd'hui? On a plutôt l'impression de voir différentes tendances se superposer. Comment ça se passe aujourd'hui? Comment voyez-vous les choses? Alors oui, effectivement, le mot tendance peut être un petit peu réducteur par rapport à tout ce qu'on se dit de l'époque, parce que Catherine en a très bien parlé, c'est la sociologie, les comportements de consommation, les cultures font partie intégrante aujourd'hui des besoins de compréhension des différents marchés, des marques et même de tout un chacun. Et puis évidemment, on n'a pas la même stratégie, on n'a pas les mêmes besoins quand on est une marque accessible, quand on est une marque de luxe, quand on est une marque qui a des réseaux de distribution qui sont très variés. Donc, et notre travail, c'est aussi de respecter l'ADN des marques, leur savoir-faire, leur origine, leur singularité. L'idée, c'est pas d'avoir quelque chose qu'on applique à tout le monde, bien au contraire, c'est que chacun puisse intégrer dans sa propre stratégie ces différents courants et ces différentes influences. C'est aussi un petit peu ce que vous faites dans votre agence Métis, Catherine Becker. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? C'est vrai qu'on fait, plus que je ne le croyais, le même métier. Et sans doute parce qu'aujourd'hui, nos types de métiers sont tournés vers le futur, beaucoup plus qu'ils n'étaient quand on les a commencés. Quand j'ai commencé, on parlait de fonds de marque, c'est-à-dire qu'on allait toujours chercher dans les tréfonds de l'histoire. Et aujourd'hui, pour travailler, on se tourne inconditionnellement vers ce qui va se passer demain. Et pour revenir à notre premier sujet autour du luxe et de la transformation, c'est clair que tout ce qui nous intéresse, c'est en termes de différence de transformation du luxe et pas en termes de ce que c'était que le luxe classique et comment véritablement le saisir. C'est aussi ce que vous voyez chez LVMH, Hélène Valade? Ah oui, c'est cette dimension en effet de prospective, de comprendre les valeurs, parce que c'est ça qui m'importe dans ce que vous dites, c'est-à-dire c'est pas simplement des comportements, c'est les valeurs qui nourrissent ces attitudes d'abord, ces comportements ensuite, et ça je trouve ça palpitant, et on voit que ces valeurs évoluent fortement, diffèrent aussi en fonction des générations et des catégories et des segments en fait de population. Le sujet, par exemple, la valeur transparence, qui est une valeur très forte et dont on pense qu'elle ne va pas s'arrêter là maintenant et qu'on est vraiment au début. Comment la traiter? Est-ce que c'est quelque chose qui renvoie à l'origine des produits, à une curiosité qu'il faut nourrir par rapport aux consommateurs? Mais ça, c'est vraiment, je trouve, des sujets palpitants en effet. Et puis c'est comment on arrive à concilier aussi ces grandes valeurs qui font l'époque, sans perdre sa singularité et sans perdre sa désirabilité et cette part de rêve. C'est comment est-ce qu'on arrive à intégrer ces notions de transparence tout en continuant à faire rêver, à apporter quelque chose, un supplément d'âme, une dimension encore plus émotionnelle, surtout quand on est une marque de luxe. On y reviendra, vous en avez un peu parlé tout à l'heure et je trouvais ça très intéressant. C'est comment on arrive à concilier en fait finalement ces grandes valeurs qui font l'époque et la singularité, la désirabilité de sa marque. C'est toute la question. Et les réseaux sociaux jouent aujourd'hui un rôle très important dans cette dynamique. Quels sont ces réseaux qui sont porteurs des tendances et quel est leur rôle exactement aujourd'hui ? Alors, les réseaux sociaux sont plus que jamais au cœur du sujet. D'ailleurs, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais dans nos fameux éclaireurs, finalement, nos éclaireurs sont les prescripteurs, les influenceurs aussi, de plus en plus. On travaille beaucoup avec des agences de social listening, donc qui font des écoutes sur les réseaux sociaux de ce que disent les clients de marques, ou même tout simplement les sujets de société qui les animent. Les réseaux sociaux, alors on va dire en Europe et aux États-Unis, c'est principalement Instagram, qui est devenu le réseau social mode par excellence. Là où se font les fameuses tendances, où se défont les tendances. C'est aussi pour ça qu'on ne veut plus parler de tendances dans notre métier, parce que finalement, les tendances, elles sont accessibles à tout un chacun aujourd'hui. Tout un chacun qui s'intéresse un tout petit peu et qui a un compte Instagram peut voir ce qui fait l'époque. Ce qui va intéresser les marques, c'est certainement pas ça. Ce qui va intéresser les marques, c'est une dimension beaucoup plus, plus poussée et puis aussi plus business. Puisqu'on est là aussi pour faire de la stratégie.
Donc Instagram plus que jamais. Les jeunes générations, et on va voir à quel point elles sont importantes pour le secteur du luxe, commencent de plus en plus à utiliser TikTok, qui est d'ailleurs d'origine un réseau social chinois. Et puis, si on en revient à la Chine a aussi son propre écosystème de réseaux sociaux. Weibo, WeChat, qui est pas vraiment un réseau social, mais qui est on va dire un outil, je ne sais pas comment on peut l'appeler, un réseau colossal, puisqu'il y a, je crois, 1,3 milliard d'utilisateurs dans le monde, qui est devenu un incontournable pour les marques aujourd'hui, pour communiquer justement avec leurs clients, pour faire du brand content, voilà. Alors, vous avez probablement déjà commencé à vous intéresser à ce qu'on appelle le monde d'après. Pourriez-vous nous donner un aperçu de ce que vous voyez pour la suite, pour l'après-crise? On n'a pas de boule de cristal, mais encore une fois, on voit que les choses sont en train d'évoluer. On a vu que le secteur du luxe et le secteur de la mode dont on parle ne sont pas en train de subir une évolution, mais sont en train de subir une véritable révolution. C'est toute une organisation qui doit se transformer. C'est beaucoup de nouveaux métiers aussi, c'est beaucoup de nouveaux rôles, c'est beaucoup de nouvelles manières de communiquer. Et puis je dirais que ce qui va être l'enjeu, je trouve le plus important, c'est d'arriver à concilier les paradoxes. Il n'y a qu'à prendre les chiffres colossaux des ventes en ligne le jour de 11/11 pour montrer qu'on est véritablement dans un monde très paradoxal, où en fait on a d'un côté une déconsommation qui est voulue, dont les consommateurs ont envie en fait d'un monde qui ne peut plus fonctionner comme ça, avec au même moment, cette espèce de frénésie de consommation, cette surconsommation à outrance. Donc le challenge des marques, c'est d'arriver en fait à concilier, de ne pas penser qu'il n'y a qu'une voie. C'est d'arriver à concilier en fait tous ces paradoxes et finalement de créer du lien avec le consommateur pour arriver quelque part à répondre à toutes ces grandes évolutions de la société. Donc je dirais que ça c'est un des sujets, les plus importants. C'est aussi d'arriver à fédérer des générations. On parle beaucoup des millennials et de la Gen Z, mais aussi de l'autre côté, il ne faut pas oublier ce qu'on appelle la Silver Generation, qui n'a pas forcément les mêmes valeurs, les mêmes envies, les mêmes attentes que les plus jeunes. Donc tout l'enjeu, c'est comment est-ce que finalement on arrive à, encore une fois, sans perdre son âme et son ADN, à concilier tout ça, à concilier des générations, à concilier des cultures qui sont très différentes entre l'Occident, l'Orient, même avec les États-Unis, à concilier des attentes très différentes des consommateurs et toujours en les mettant au cœur de tout ce qu'on fait. Je pense que c'est aussi l'enjeu, c'est de les comprendre et d'arriver en fait finalement à reconnecter, à créer un lien de confiance et de proximité avec sa communauté. Donc tout doit changer et il faut concilier les paradoxes. C'est pas simple. Hein. On n'a pas dit que l'enjeu était simple, mais voilà, on a besoin, les consommateurs ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin de cette transparence dont on parlait, ils ont besoin de comprendre comment ça se passe, ils sont de plus en plus curieux. Donc c'est les écouter et après, il restera quand même, malgré tout, une part d'instinct et de magie dans les métiers. Vous voulez ajouter un mot très très court pour finir? Un mot très court, la notion d'engagement est une belle réponse à ce que vous dites. Je pense que des marques engagées et qui contribuent à l'intérêt général, ou en tout cas à des intérêts qui dépassent leur propre intérêt, me semble bien résumer ce que vous dites. Catherine Becker? Oui, le mot que je rajouterais, c'est le mot concret. C'est-à-dire une reconnexion quand même très concrète des marques dans le quotidien des gens, que ce ne soit pas des discours idéologiques, mais qu'on sente qu'effectivement, il y a un rôle dans une nouvelle appréhension de ce quotidien. Et ça, je crois que pour le coup, la Chine est un bon exemple là-dessus. Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci à toutes les trois, Catherine Becker, Hélène Valade et Marie Dupin pour ces échanges. Et merci à vous de nous suivre chaque semaine. Je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro de Pour tout vous dire.